Au milieu des étendues de plaines et de forêts de Carmina, la glorieuse cité de Lunaris illumine toutes les contrées de ce monde de sa savante lumière et de sa douce prospérité. Elle attire à elle les plus sages et les plus érudits, les étrangers en quête de savoir ou d'aventure. Quiconque veut voir son nom inscrit dans la légende passe par Lunaris, car la ville n'a d'égal que la lointaine capitale, Solaris. Les dieux célestes ont permis au temps de construire une solide alliance commerciale entre les deux centres de Carmina, assurant paix et richesse à tout le pays. Mais, occultée par la lueur de la grande ville, la misère se cache encore non loin des remparts de Lunaris. Sur la place principale de l'un des petits villages alentours, une foule crie et hurle devant la mairie. Les badauds regardent les hommes en colère, scandés devant le bâtiment délabré. Parmi ceux qui ne se sentent pas animés par le sentiment de révolte, il y a 5 personnes, dispersées sur la place, qui sont particulièrement intriguées par l'agitation. Tout d'abord, il y a un nain des tertres, Bafar, qui finalement fait demi-tour en constatant que ce n'est pas là qu'il trouvera des champignons. Il y a également une autre personne qui s'en va vers les bois, un Sylvain, Yerdag, qui est particulièrement préoccupé par les buissons de la région. Pourtant, tous les étrangers ne sont pas forcément passionnés par la flore locale. L'un des étrangers fait le tour de la mairie et rentre discrètement par la porte de taille. Mais cet étranger a quelque chose de maléfique. Ses habits distingués, tranché hélas avec son visage noir, et la lueur sombre de ses yeux de démon et de ses cornes de bouc. Les gardes l'attrapent immédiatement et le mènent au maire, sous les cris apeurés des servantes. Pourtant, il semble plutôt satisfait, car il a obtenu l'audience qu'il souhaitait auprès du chef de la ville. Mais le maire est un riche aristocrate, enivré par les maigres taxes qu'il collecte sur son pathétique territoire. Hitokage ne reçoit donc que des rires et du mépris en réponse à ses questions. Le maire se fiche donc royalement de la manifestation qui gronde dehors. Pendant ce temps, le 4e étranger, lui, s'avance au milieu de la foule. En jouant un peu des coudes, il parvient finalement au centre d'agitation. Il s'appelle Araline, et c'est un Ahazimar. Il descend des dieux, et ça se voit. Ses cheveux sont argentés, sa peau est lisse et pure. L'homme chat qui scande avec ferveur, debout sur une étable, le regarde donc avec un mélange d'étonnement et d'agacement, en le voyant répéter bêtement ses propos. Cet homme chat, un Félice des plus ordinaires, demandait à ce qu'on leur rende leur fille, à lui et à tous les villageois. Les singeries d'Araline l'agacent de plus en plus. Pendant ce temps, le 5e étranger interroge les badauds et les paysans. Son physique imposant de demi-dragon et sa cotte de maille bardée d'os n'aidant peut-être pas, Torchul obtient difficilement des réponses à ses questions. Depuis plusieurs semaines, des jeunes femmes sont retrouvées mystérieusement assassinées dans le village, sans que les autorités réagissent. Araline obtient finalement les mêmes informations lorsque le Félice quitte son promontoire pour discuter avec cet énergumène. L'homme-chat, Arbaïr, est visiblement le plus virulent des villageois, et avec raison, car sa fille unique est la dernière victime. De son côté, Hitokage est expulsé de la mairie. Il se dirige vers le Félice et Araline qui semble être les plus disposés à répondre à son importante question.
Le sang-dragon s'approche également pour poser des questions à Arbaïr. Hitokage, le Tieflin, demande alors « Où est la bibliothèque ?» Ce qui ne manque pas d'agacer le villageois en deuil. Hitokage se dirige finalement vers la piteuse librairie derrière la guillotine. À mi-chemin, il voit un inconnu, Arline, passer devant lui en courant. Arline entre dans la librairie, ferme la porte et regarde le vieux monsieur qui surveille quelques étagères presque vides. Là, Azimar sort sa corde fétiche de son sac et agresse violemment le libraire. En quelques secondes, il neutralise le vieillard, le bâillonne et prend sa place avant l'arrivée d'Hitokage. Hitokage n'est pas le seul à se diriger vers la boutique miteuse. Deux énergumènes, tout droit sortis de la forêt, entrent avec lui, la passion des herbes dans les yeux. Mais à l'intérieur, l'homme au comptoir semble louche. La situation dégénère en bagarre lorsque le véritable libraire gémit à travers son bâillon. Arline force le passage et court tant qu'il peut pour distancer ses adversaires. Yardag suit discrètement l'inconnu, qui a kidnappé le misérable boutiquier. Pendant ce temps, Arbaïr donne des détails à Torchul sur le meurtre de sa fille. Elle avait l'habitude d'aller à la forêt et à la rivière tous les jours. Il n'y avait a priori aucun lien avec les autres filles qui ont été tuées. La dernière personne à l'avoir vue est un gnome, qui est réputé avoir des informations sur tout le monde. Arbaïr indique au sang-dragon où trouver le corps, et surtout la ruelle où a été commis le crime. Le guerrier s'y rend immédiatement et fouille la zone à la recherche d'indices. La victime a visiblement été traînée sur plusieurs mètres, d'après les traces de sang sur le pavé. C'est alors qu'arrive Arline, en courant. Là, Azimar, inquisiteur de son état, souhaitait enquêter, lui aussi, sur le fléau qui frappe ce village. Mais il a un problème. Dans sa quête d'information, il a malencontreusement séquestré un innocent, et des personnes ont essayé de l'arrêter. Il serait donc souhaitable de les neutraliser. Mais à la demande de Torchul, tous deux se rendent à la librairie pour désamorcer le conflit. Confusion et malentendus règnent sans partage pendant que les aventuriers se mettent d'accord dans la boutique, qui menace de s'écrouler. Ils décident finalement de mettre leurs efforts en commun pour trouver et stopper le meurtrier. Ils sont aujourd'hui 5. Araline, barde, inquisiteur, humain descendant d'un dieu. Et Bafar, nain des tertres devenu rôdeur à force d'exil. Tous deux doivent interroger le gnome. Hitokage, descendant d'un démon, bibliothécaire qui a quitté ses livres au profit de l'aventure. Et Torchul, un massif guerrier sans dragon, doivent eux tirer un maximum d'informations des parents de la jeune fille. Et enfin, Yardag, un elfe sylvain au pouvoir magique inné, doit se rendre à l'auberge pour écouter les rumeurs et en savoir plus sur ce village. Mais avant cela, tous se rendent au temple mortuaire pour inspecter le corps. Les villageois ont peut-être oublié un détail qui révélerait des informations sur le meurtrier. Le temple est un grand édifice en pierre. À l'intérieur, les petites meurtrières laissent entrer quelques rayons de lumière qui illuminent les autels et les tombeaux, délaissant le reste à la lueur des bougies. Un prêtre vient les accueillir et les conduit au corps de la jeune Félix. Araline remarque en examinant le cadavre que, outre une plaie béante à la gorge, elle a perdu des lambeaux de pelage au poignet. Mais cette découverte ne lui suffit pas. Il s'empresse de demander au prêtre l'autorisation de la dénuder pour un examen approfondi, afin d'écarter l'hypothèse d'un viol.
Devant un tel blasphème, le religieux les exclut immédiatement du lieu de culte, avec l'interdiction d'y revenir. Bien plus tard, il constatera qu'un cierge a été volé, sans se douter qu'il est en réalité en possession du merveille. Chacun s'occupe donc de la tâche qui lui a été assignée. Le soir venu, tous font leur rapport sur l'avancement de l'enquête. Tout d'abord, les parents de la jeune fille ont conseillé à Hitokage et à Torchul de demander aux trappeurs et aux pêcheurs ce qui pourrait bien rôder dans la forêt et à la rivière. Ils ont également découvert qu'elle portait un bracelet autour du poignet. Ce bracelet avait coûté cher, mais il n'était certainement pas magique. Yardag a découvert, lui, qu'il y avait une écurie quelque part, mais il ne connaît pas les prix. L'auberge lui paraît fort sympathique, mais il aimerait bien changer. Les tenanciers ont en effet la peau noire. Et ça, c'est affreux. Conclusion, l'effet raciste. Lorsque vient son tour de parler, Araline s'emporte. Le gnome n'a pas été coopératif. Il n'avait pas de réponse satisfaisante à toutes ses questions, et lorsque Araline lui a lancé un sort de fou rire, le gnome n'a même pas esquissé un sourire, et ne s'est même pas laissé corrompre par de l'argent. Comme quoi, soi-disant, il acceptait de répondre à leurs interrogations. Et en plus, le pire, c'est qu'il a refusé de dire où étaient les toilettes. C'est inadmissible. Ah bah, maintenant, il a de la merde de demi-dieu sur sa porte. Ça lui apprendra à être mal poli. Cependant, le gnome a dû être sacrément vexé. Il a carrément lancé une boule de feu incendiaire sur eux. Heureusement qu'ils n'ont pas été touchés. Bafar regarde alors les autres, le regard triste. Il n'avait rien pu faire. À l'heure du souper, chacun prend un rapide repas et gagne sa propre chambre après avoir payé l'auberge. Mais Araline préfère négocier son repas. Il s'en mêle dans ses arguments et finit par payer un mets succulent, à la mesure d'une auberge de village, mais complètement hors de prix. Araline passe ensuite toute la nuit à boire de la bière et à chanter à tue-tête. Surprenamment, c'est ainsi que commença une histoire qui allait plonger ces quelques aventuriers dans la tourmente des mystères de Carmina.